comprendre le système dynamique d'ordre 2. Tout d'abord, faisons un tour des notions de base du système dynamique. Comme vous le savez, un système dynamique tire son origine d'une équation différentielle. Dans le cas du système dynamique d'ordre 2, celui-ci tirera sa référence d'une équation différentielle d'ordre 2. Celui-ci constitue du signal d'entrée qui va ici dépendre du signal sortie ainsi que de sa dérivée première et, particulièrement pour l'ordre 2, de la dérivée seconde du signal de sortie. Avec une transformation de Laplace, nous pouvons obtenir la fonction de transfert que vous voyez ici, avec donc un dénominateur s au carré, s et s à la 0. On peut refléter cette fonction de transfert au système masse-ressort-amortisseur, m correspondant à la masse, c correspondant à l'amortisseur et k correspondant au ressort. Si on utilise les données qui sont affichées plus bas dans la diapositive, nous obtenons la fonction de transfert suivante avec donc la pulsation naturelle représentée par oméga n, le coefficient d'amortissement représenté par zeta, le taux d'amortissement représenté par cc et le gain statique qui est représenté par ks. Maintenant que nous connaissons la fonction de transfert du système dynamique, quelle réponse obtiendra-t-on et aussi quel sera l'effet de la variation des différentes variables sur la réponse temporelle? La réponse temporelle qui sera étudiée ici sera celui d'un échelon unitaire. Celle-ci dépendra principalement de trois variables, donc le coefficient d'amortissement, le gain statique et la pulsation naturelle. Le coefficient d'amortissement aura pour effet de faire varier la fluctuation du signal de sortie une fois qu'il a atteint le signal d'entrée. Comme vous pouvez voir, pour le cas d'une fonction de transfert sous-amortie, donc avec un coefficient inférieur à 1, le temps qui est pris pour le signal de sortie pour atteindre le signal d'entrée est réduit, mais cela aura pour effet d'augmenter les fluctuations qui sont présentes. Toutefois, avec une fonction de transfert ayant un coefficient d'amortissement équivalent à l'amortissement critique, donc égal à 1, le temps de réponse sera plus long, mais toutefois, cela réduira les fluctuations qui seront présentes dans le signal. Dans le cas de la variation du gain statique, la valeur de sortie prendra tout simplement la valeur du signal d'entrée proportionnellement au gain statique. Par exemple, pour un gain statique de 1.4, la valeur de sortie prendra une valeur de 1.4 pour un signal d'entrée de 1. Finalement, la variation de pulsation naturelle aura pour effet de faire varier le temps de réponse du signal de sortie. Ainsi, plus la pulsation naturelle est haute, plus le temps de réponse sera réduit et plus la convergence vers le signal d'entrée sera rapide. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui est assez désiré en industrie et c'est aussi quelque chose de logique puisque plus on augmente la fréquence d'acquisition, plus on obtient un signal précis. Maintenant, nous allons voir comment analyser le graphique établi sur la réponse temporelle. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que le temps de réponse? C'est tout simplement le temps que va prendre le signal de sortie pour atteindre pour la première fois la valeur du signal d'entrée. Analytiquement, celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante avec notamment la pulsation amortie qui est donc égale à la pulsation naturelle, racine carrée de 1 moins zeta au carré. Deuxièmement, nous avons le temps de dépassement maximum qui correspond tout simplement au temps que le signal de sortie va prendre pour atteindre sa valeur maximale dans le graphique. Là encore, celui-ci peut être calculé avec la pulsation amortie, avec l'équation de pi sur la pulsation amortie. Et finalement, le dépassement max peut être calculé à l'aide de l'équation suivante, ainsi que le graphique que vous voyez à droite, qui est donc inversement proportionnel au coefficient d'amortissement représenté par zeta. Finalement, le dernier élément que nous allons regarder est le temps de réponse à 2% ou à 5% d'erreur. Cela correspond tout simplement au moment où le signal de sortie aura une valeur qui a un écart de 2 ou 5% par rapport au signal d'entrée pour un temps à l'infini. Les équations pour calculer ces variables-là, dépendamment du pourcentage d'erreur que vous désirez, sont les suivantes. Là encore, ça va être inversement proportionnel au coefficient d'amortissement ainsi qu'à la pulsation naturelle. Pour finir, qu'est-ce qui arrive si on ajoute un pôle à notre fonction de transfert?
Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pôle supplémentaire? C'est tout simplement un polynôme de degré 1 ou plus qui est ajouté au dénominateur de notre fonction de transfert. Celui-ci aura certaines conséquences sur la réponse temporelle de la fonction de transfert d'ordre 2. Donc, comme vous le voyez ici, la ligne bleue correspond à une valeur de P à l'infini, donc quelque chose d'équivalent à une fonction de transfert sans pôle, qui est équivalent à la réponse que nous avions étudiée précédemment. Toutefois, nous voyons que plus P prend une valeur petite, plus les fluctuations du signal de sortie seront petites, mais par contre, cela a pour effet d'augmenter le temps de réponse du signal de sortie. Donc, dépendamment de si vous désirez amortir rapidement vers la fonction d'entrée ou présenter les plus faibles fluctuations possibles, la nature du pôle supplémentaire sera déterminée en conséquence.